Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'accueillir à Bercy votre conférence et d'inaugurer cette Infra Week, terme pas très français, mais enfin on passera dessus, semaine du financement des infrastructures qui vous rassemble aujourd'hui dans notre capitale. J'ai apporté évidemment mon patronage sans aucune hésitation à cette initiative, parce que je crois que Paris est une place financière d'avenir, que l'expérience et les compétences des acteurs financiers présents à Paris sont utiles à notre économie, et parce qu'elles ont aussi beaucoup à apporter en Europe et dans le reste du monde. L'histoire bouge, l'histoire change, c'est ce qui fait tout le mérite de l'histoire, et nous voyons bien que Paris n'est pas condamné à être relégué au second plan comme place financière, de la même façon que Londres n'a pas vocation à être éternellement la plus grande place financière européenne, puisque le Brexit nous offre des opportunités qu'avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous sommes totalement déterminés à saisir. Le savoir-faire français en matière d'infrastructure et en matière de financement des infrastructures, parce que l'un ne va pas sans l'autre, est ancien et il est unanimement reconnu, avec des acteurs industriels, des opérateurs, des financiers qui font référence. Il me semble que votre initiative collective est exemplaire de ce que doit être une place financière, un lieu d'émulation, mais aussi un lieu de coopération et un ensemble plus efficace et plus riche que ce que donnerait la seule juxtaposition des acteurs. À ce titre, je tiens à remercier Paris Europlace, les services du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que tous ceux qui ont pris part à l'organisation de cette semaine et vont contribuer à son succès. Pour ouvrir ce forum et pour ouvrir ces travaux, je voudrais vous livrer quelques réflexions sur le sujet. La première réflexion, c'est que la France est désormais le lieu où il faut investir en Europe. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est le cas aujourd'hui. Et je considère que les transformations économiques que nous portons avec le président de la République et le Premier ministre, les réformes que nous avons déjà faites, les mesures que nous prenons en termes fiscaux, vont faire de Paris et vont faire de la France le lieu où il faut investir en Europe. Quand vous regardez la situation économique de la France, une croissance révisée à la hausse, 1,8% au lieu des 1,7% prévus, 300 000 emplois créés dans le secteur marchand, un allègement de la fiscalité sur le capital pour permettre aux entreprises de se financer, d'investir, d'innover, de créer des emplois pour demain. Tout cela doit nous permettre de libérer la croissance dans notre pays. Le président de la République l'a expliqué très clairement hier. Nous ne sommes pas là pour faire une réforme ou deux. Nous sommes là pour transformer économiquement notre pays, pour rompre avec un modèle économique qui n'a pas donné les résultats que nous étions en droit d'espérer et que nos compatriotes étaient en droit d'espérer. Nous avons, pendant des années et des années, fait reposer notre croissance, la lutte contre le chômage, sur la seule dépense publique, en expliquant que plus de dépenses publiques allaient donner plus de croissance et plus d'emplois. La réalité, c'est que ça n'a pas donné les résultats attendus, que nous n'avons pas eu la croissance espérée, que nous n'avons pas eu la baisse du chômage qui était attendue, et qu'en revanche, ce qu'on a eu, oui, c'est les déficits publics et c'est la dette publique qui menace la souveraineté française. Donc on ne peut pas continuer sur ce modèle-là, et nous revendiquons de vouloir changer notre modèle économique et social, pas pour le plaisir de changer, pas au nom de je ne sais quelle idéologie, mais par souci de donner aux Français les emplois qu'ils sont en droit d'attendre, par souci de donner aux Français l'avenir qu'ils sont en droit d'espérer pour eux, pour leurs enfants. L'avenir de la France, c'est la capacité à dire à un enfant de 15 ou 20 ans, tu vas trouver un emploi dans ton pays, tu vas pouvoir réaliser ton destin, tu vas pouvoir porter ton projet, tu vas pouvoir toucher les fruits de ta réussite, tu vas pouvoir y arriver où que tu sois né, quel que soit ton milieu d'origine, d'où que tu viennes en France, tu pourras y arriver parce que
le modèle économique et social que nous bâtissons donnera sa chance à chacun et libérera le potentiel de tous. Voilà ce que nous voulons construire et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est le pays d'Europe où les choses changent, la France est le pays d'Europe où les choses bougent et donc le pays où il faut investir. Ensuite, parce que la France est un lieu où l'on peut investir dans des infrastructures nombreuses et performantes. Réseaux de transport, réseaux d'eau, réseaux d'électricité, réseaux de télécommunications sont au meilleur niveau dans notre pays. Le rapport du Forum économique mondial de Davos classe d'ailleurs la France, j'insiste parce qu'il n'est pas habituel que la France soit bien placée dans les classements internationaux. Donc, quand ça arrive sur un sujet, il vaut mieux le valoriser. Eh bien, en termes de qualité et de niveau de nos infrastructures, nous arrivons en deuxième position parmi les pays du G20. Je souhaiterais qu'en matière universitaire, en matière éducative et surtout sur l'emploi, nous soyons capables de faire aussi bien. Mais enfin, malgré tout, réjouissons-nous de voir qu'en matière d'infrastructure, qualité, niveau, nous sommes classés deuxième parmi les plus grands pays du monde développé. Nous disposons du premier réseau routier, du deuxième réseau ferroviaire d'Europe. Et cet héritage d'efforts de décennies passées, la France va continuer à le porter en investissant encore dans le secteur des transports, puisque l'effort d'investissement public français, je le rappelle, est d'environ 1 point de PIB, soit un effort significativement supérieur à la moyenne européenne. Alors je sais bien que vous allez me dire tout de suite, mais avec les difficultés de financement, avec la situation des finances publiques, vous avez renoncé à investir. C'est faux. Nous continuerons à investir dans les infrastructures à l'avenir. La France n'a pas renoncé à investir dans les infrastructures et nous croyons à ces investissements. Le président de la République a annoncé à l'été une pause sur les infrastructures. Pause ne veut pas dire arrêt. Pause ne veut pas dire que nous renonçons à investir. Cela veut dire simplement qu'il est légitime et il est responsable, quand on arrive aux affaires, de regarder l'état d'avancement de nos investissements en matière d'infrastructure, de voir ce qui est rentable et ce qui peut être les moins, de vérifier ce qui a un impact significatif sur les comptes publics ou ce qui en a moins, et surtout ce qui correspond le plus aux besoins des usagers. C'est ce travail-là que nous avons voulu faire en responsabilité. Les grandes orientations ont déjà été annoncées pour que ces projets aient donc un sens et une utilité pour nos concitoyens. Là encore, faisons attention à ne pas nous faire plaisir en matière d'infrastructure. L'objectif, c'est l'utilité pour nos concitoyens. Ce n'est pas d'avoir dans telle ou telle région le plus beau train, la plus belle route, les plus beaux ronds-points, c'est d'avoir des infrastructures qui soient pertinentes, efficaces, utiles pour nos concitoyens, en tenant compte de l'impératif de respect des comptes publics. En matière de transport, le Premier ministre l'a indiqué le 19 septembre dernier, la priorité a donc été donnée à la mobilité quotidienne des Français et à la mise à niveau des réseaux existants. Alors ça fait peut-être moins rêver qu'une nouvelle ligne à grande vitesse, mais c'est probablement beaucoup plus conforme à l'intérêt de nos concitoyens. Et c'est l'élu normand qui vous dit cela, qui sait qu'en Normandie, nous mettons aujourd'hui plus de temps pour faire Paris-Rouen-Le Havre que c'était le cas il y a une trentaine d'années, et qui se dit, avant de construire une nouvelle infrastructure, mieux vaut peut-être commencer à améliorer ce qui existe pour gagner du temps, avoir de la régularité, de la ponctualité et garantir le meilleur service à l'usager. Voilà ce qui, aujourd'hui, sera décisif pour nous en matière de transport, l'utilité immédiate pour l'usager. Dans le numérique, autre grande orientation, je rappelle que le président de la République s'est engagé à couvrir tout le territoire en très haut débit d'ici à 2022 et même 2020 pour le haut débit. Et j'ai commencé à engager, ainsi que d'autres ministres, des discussions avec les opérateurs télécoms à cet effet. L'accès au très haut débit est une des conditions du développement des territoires. Et si nous voulons lutter contre les inégalités entre les territoires, qui sont peut-être les plus importantes aujourd'hui, les infrastructures de transport sont nécessaires, mais les infrastructures numériques sont vitales. Vous ne ferez pas venir un médecin
un avocat, une entreprise, de l'industrie, dans un territoire rural, s'il n'a pas accès au très haut débit. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise qui fait de la scierie, qui fait du bois, qui doit le livrer partout à travers l'Europe, de le faire dans de bonnes conditions si les plans de charge qu'elle doit envoyer chez ses clients en Allemagne, en Italie ou en Espagne ne passent pas parce que le réseau est saturé et que le débit n'est pas suffisamment élevé. Et j'ai vu suffisamment de PME en France, dans les territoires les plus reculés, qui se plaignaient de ne pas avoir une couverture en très haut débit suffisamment importante pour vous dire c'est une priorité absolue, parce que c'est ce qui permettra de maintenir de l'emploi et de le développer dans les territoires qui sont les plus fragiles. Nous investirons également pour la transition énergétique, puisque nous avons fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 et de 75% en 2050. Là aussi, ça demande, par définition, la réalisation de nouvelles infrastructures. Donc vous voyez qu'entre ces trois points, les transports du quotidien, le très haut débit, la transition énergétique, nous avons largement de quoi poursuivre nos investissements en matière d'infrastructures. À l'appui de ces ambitions, nous nous donnons également des moyens financiers. Je rappelle que nous avons engagé un grand plan d'investissement, lancé le 25 septembre dernier par le président de la République, et doté de 57 milliards d'euros. Et les trois points essentiels dont je viens de vous parler, transport du quotidien, transition énergétique, numérique, vont être financés dans ce grand plan d'investissement avec 300 millions d'euros pour le très haut débit, 500 millions d'euros pour les mobilités du quotidien, 2,8 milliards d'euros pour la rénovation des réseaux ferroviaires et routiers et 9 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments. Mais au-delà de l'argent public, ce qui compte aussi à nos yeux, c'est d'attirer des financements privés pour construire les infrastructures de demain. Le temps du financement public à 100% des infrastructures est révolu. Et nous le savons tous. Ce n'est ni efficace, ni conforme à notre exigence de bonne tenue des comptes publics de la nation. Par ailleurs, nous estimons que l'intervention d'expertise, de financement privé, permet souvent de construire de meilleurs projets fondés sur des modèles économiques plus efficients. Pour cela, nous avons en plus la chance de pouvoir nous appuyer sur un écosystème de financement de projets qui est puissant, compétitif, innovant. Nous avons de grands établissements bancaires qui ont confirmé leur engagement dans leur activité de crédit en financement de projets et qui ont accompagné la croissance des financements obligataires. Je le dis au passage, contre tous ceux qui tapent matin, midi et soir sur la finance, c'est un atout pour notre pays d'avoir des établissements bancaires de taille systémique. Ne tapons pas sur les atouts de la France. N'oublions pas que ces grands établissements bancaires systémiques font aussi la force du financement de notre économie. Les payeurs représentent, en emploi direct ou en emploi indirect, près de 800 000 emplois dans notre pays. Sachons donc valoriser nos atouts plutôt que de systématiquement les dévaloriser. Nous avons aussi des sociétés de gestion spécialisées en financement des infrastructures dont l'expertise est reconnue à l'échelle internationale avec des levées records opérées par ces acteurs l'an dernier, 8 milliards d'euros. Nous avons un savoir-faire unique dans la structuration d'opérations complexes. Je pense en particulier à la toute première concession pour le financement du TGV entre Paris et Bordeaux, dont les travaux viennent de s'achever. Enfin, nous avons modernisé notre cadre réglementaire pour favoriser l'intervention d'investisseurs privés. Nous avons créé en 2015 la Société de libre partenariat. Nous avons soutenu le règlement sur les fonds européens de long terme. Nous encourageons un traitement prudentiel adapté pour les investissements en infrastructures dans le bilan des assureurs. Tout cela permet de progresser vers un cadre réglementaire mieux adapté pour favoriser l'intervention d'investisseurs privés dans le financement des infrastructures. Mercredi dernier, j'ai d'ailleurs présenté en Conseil des ministres un texte qui consacre la possibilité pour les fonds européens d'investissement à long terme d'octroyer des prêts à des entités de droit françaises et de créer des véhicules d'investissement spécifiques, organismes de financement spécialisés, qui vont bénéficier d'un régime adapté au financement des infrastructures, distingué des organismes de titrisation classiques. Je pense que sous ces termes très techniques se cache un véritable progrès
en la matière pour faciliter l'intervention de fonds privés dans le financement des infrastructures en France. Enfin, notre ambition n'est pas d'investir systématiquement plus, mais d'investir mieux là où, comme je vous le disais précédemment, la rentabilité est la plus élevée et l'utilité la plus forte pour nos concitoyens. N'oublions jamais que l'objectif ultime de cette réalisation des infrastructures, ce n'est pas un projet financier, c'est l'amélioration de la vie quotidienne de chacun de nos compatriotes. Ce qui implique d'abord une attention permanente à la sélection de nos projets. Et croyez-moi, c'est l'élu qui vous parle, Dieu sait que c'est difficile de sélectionner un projet, de savoir ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Entre les différents lobbies, groupes de pression, intervenants, élus, qui ont tous les meilleurs arguments du monde pour faire valoir que telle infrastructure, telle route, telle nationale, telle autoroute, tel raccordement de TGV est absolument vital à la survie de leur territoire. Et la réalité, il y a besoin d'une instruction solide, neutre, faite dans le sens de l'intérêt général et pas des intérêts particuliers. Nous sommes ici garants de l'intérêt général. Que les intérêts particuliers se fassent valoir, c'est parfaitement légitime, mais le rôle de l'État, et croyez-moi que comme ministre de la République, j'y suis profondément attaché, c'est la défense de l'intérêt général, pas celle des multiples intérêts particuliers. Nous avons donc mis en place un recensement systématique des grands projets d'infrastructures publiques pour avoir déjà le panorama le plus vaste possible de ces projets en cours. Pour les projets les plus importants, nous avons mis en place des contre-expertises indépendantes dirigées par le Commissariat général à l'investissement, qui est l'organe de pilotage de la politique d'investissement de l'État dans ce contexte budgétaire contraint. Nous devons donc avoir une capacité d'identifier les projets qui soient transparentes, librement accessibles, qui permettent d'apporter aux citoyens et aux investisseurs plus de visibilité et que les projets d'infrastructure ne soient plus financés sous le manteau, sans qu'on sache vraiment pour quelles raisons on a retenu telle infrastructure ou telle autre, mais de manière transparente et en servant, comme à chaque fois, l'intérêt général et le service public. Nous devons, de ce point de vue, à mon sens, encore progresser sur les règles de gouvernance et de sélection des projets. Je souhaite que nous allions plus loin dans la formalisation de ce processus de sélection rigoureux et indépendant, en donnant davantage de visibilité à tous les acteurs et en permettant la pleine mobilisation de l'offre industrielle. Nous présenterons à cet effet prochainement un décret qui permettra de garantir la bonne gouvernance et la bonne sélection des projets. C'est l'intérêt de l'État, bien entendu, garant de l'intérêt général, mais je pense que c'est l'intérêt des investisseurs aussi, qui sauront exactement, en toute transparence, quelles sont les procédures et quelles sont les règles qui ont présidé à tel ou à tel choix. Mieux investir, enfin, c'est aussi assurer un environnement juridique stable et sûr. La réforme de la commande publique a modernisé les schémas contractuels et offre aux personnes publiques une gamme d'outils plus simples et plus flexibles pour définir les modes de réalisation les plus adaptés à leurs projets d'investissement. La mission d'appui au financement des infrastructures au sein de la Direction générale du Trésor a été renforcée en avril 2016. Et je souhaite qu'avec cette mission d'appui, le ministère de l'économie s'impose comme un pôle de compétences incontesté dans la structuration des montages d'investissements publics et constitue une véritable passerelle entre les porteurs de projets publics et les investisseurs privés. Enfin, pour conclure, vous me permettrez d'insister sur un point dont on parle souvent peu quand il est question d'infrastructures, de ponts, de tunnels, de trains, d'aéroports, de routes, d'autoroutes, de nationales. C'est le capital humain. Parce que je pense que ce qui fait le génie français en matière d'infrastructure, au-delà de ses capacités industrielles reconnues, des capacités financières et d'investissement que vous représentez ici, c'est d'abord le capital humain dont bénéficie notre pays. Nous avons l'héritage d'écoles anciennes et solides, comme l'école des ponts et chaussées, qui arrive à associer la culture de l'ingénieur et la pratique du financier. Je considère que cette compétence académique contribue à la capacité d'innovation des acteurs français. Nous avons également un vivier de talents professionnels et académiques,
des institutions en pointe, des industriels parmi les leaders mondiaux dans leur domaine, une ouverture sur le monde entier, des architectures dont l'école s'est reconnue partout à travers la planète, qui font notre singularité et qui font notre force. Et je le dis pour tous les investisseurs étrangers qui nous écoutent ici, ne regardez pas uniquement l'industrie, ne regardez pas uniquement le financement, ne regardez pas uniquement les banques, ne regardez pas uniquement tout ce qui est le backup de la réalisation d'infrastructures dans notre pays. Regardez surtout le génie créatif français. Regardez ce que c'est qu'un pont français. Un pont français n'est pas comme n'importe quel autre pont à travers la planète. N'importe quel autre pont à travers la planète, quand il y a deux rives d'un fleuve à relier, c'est un pont tout droit. On va au plus simple, au plus facile, souvent au moins élégant. Un pont français a de l'élégance en lui, parce qu'il tient compte de tout son environnement. C'est un geste, tient compte de la nature des roches, des rives, la couleur du fleuve, la nature du débit, de l'air, du vent, de tout. Et vous souriez, mais je dis ça très sérieusement. Je pense qu'un pont français n'est pas comme n'importe quel autre pont. Alors pour tous les investisseurs avisés, au nom du génie français et de la beauté des ponts que nous construisons, venez investir en France. Merci à tous.